Fin, cette séance consacrée toujours au sublime, nous avons abordé la question du sublime avec la poésie, avec une partie de l'art contemporain. Nous allons envisager cette question avec une autre partie de l'art contemporain et nous conclurons avec la musique. Et nous aurons fait une proposition, j'aurais fait une proposition pour vous inviter effectivement à entrer dans ce monde du sublime. Il me semble être la nouvelle catégorie de l'esthétique contemporaine. Il y a des gens qui posent le problème de l'art contemporain en termes de être pour ou être contre. Là encore, j'ai beaucoup dit que nous étions prisonniers de cette configuration moralisatrice, la fameuse moraline de Nietzsche qui nous inviterait à dire qu'il faut être pour ou contre, et comme ça on aurait réglé le problème. Ça n'a aucun sens d'être contre l'art contemporain. C'est l'art d'aujourd'hui, c'est l'art du siècle dernier, c'est l'art dans lequel nous vivons, ça n'a aucun sens de dire que l'art s'est arrêté à un temps qui nous permettrait de dire jusque-là c'était de l'art, après ça n'est plus de l'art. Non, c'est toujours de l'art. C'est toujours de l'art, mais il nous faut simplement les moyens d'aborder cette question pour que nous puissions disposer d'un jugement de goût. La question n'est pas de savoir si c'est de l'art ou si c'est pas de l'art, mais si dans cet art vous aimez ou vous n'aimez pas. Si vous aimez les transports que vous offre Michel Journiac avec son boudin humain, Gina Penn avec ses souffrances sur une échelle dont les barreaux sont faits avec des rasoirs, si vous pensez que Schwarzkogler peut vous intéresser en éviscérant des poissons, si vous pensez que Hermann Nietzsche peut être intéressant quand il rejoue la question du rituel de la messe avec des calices, avec des objets qui relèvent du rituel catholique, si vous pensez effectivement que cet art vous intéresse, alors il peut vous intéresser. J'ai tâché de faire la démonstration qu'il était une variation sur le thème de l'idéal ascétique et qu'il était d'une certaine manière un art ancien, cet art contemporain, qu'il était de toute façon le plus ancien parce qu'il était le plus indexé sur la question du christianisme, la présentification d'un corps absent, et cette idée qu'on pouvait longuement disserter sur le concept et que ça pouvait finalement rendre possible de longues dissertations sur l'œuvre d'art qui seraient de longues dissertations explicatives. Je voudrais vous proposer quelque chose qui serait presque une opposition, en vous disant on pourrait presque faire une contre-histoire de l'art et montrer qu'il y a deux lignages et que vous pouvez donc choisir dans ces deux lignages un lignage qui serait un lignage de l'ascétisme, de l'ascèse, du refus de la matière, de l'éloignement de la matière, donc du refus du corps qu'on maltraite. Et puis une autre ligne de force qui serait une ligne de force hédoniste. Faisons attention à ce terme-là, effectivement, il est éminemment connoté, mais il y aurait dans une définition extrêmement simple l'idée que l'hédonisme, c'est tout simplement ce qui vise à produire une émotion de plaisir. Devriez pouvoir avoir du plaisir devant certaines œuvres d'art. Est-ce qu'il y a du plaisir à manger du boudin humain? Est-ce qu'il y aurait du plaisir à voir souffrir Gina Penn? Est-ce qu'il y aurait du plaisir à voir des gens dans une simulation de sacrifice, dans une logique d'actionnisme viennois? Peut-être, mais vous verrez que, exactement de la même manière qu'il y avait du plaisir à voir des taureaux souffrir, on peut vouloir un autre plaisir. Et le land art est une fraction, une partie de l'art contemporain dont on parle assez peu, parce que finalement c'est un dispositif tout à fait particulier. Il faut être dans des lieux naturels, et de fait l'art comme il fonctionne est souvent une aventure urbaine, pas très rurale, pas très campagnarde. Alors évidemment, il y a des points de jonction entre l'art conceptuel et le land art. Le land art, ce sont des installations dans la nature, je vous préciserai tout à l'heure à quoi ça peut ressembler, quelles sont les grandes figures du land art, mais ce sont des interventions dans la nature qui sont vastes, qui demandent qu'on soit dans la forêt, dans le désert, dans un chemin, dans une vallée, dans un ruisseau, au bord d'un fleuve, dans la mer, au bord de la mer, sur une plage. Ça suppose donc des lieux comme cela. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'y aller. Et là, je vais vous parler d'œuvres sans que, éventuellement, vous les connaissiez, sans que ça renvoie quelque chose chez vous, donc c'est pas forcément très facile. Mais a priori, l'œuvre est faite pour que vous vous déplaciez, que vous y alliez et que vous vous retrouviez dans la nature. Et pas du tout dans un musée.
et pas du tout dans une galerie. Alors bien sûr, un artiste doit vivre. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit vivre de ses productions. Comment est-ce que vous faites? Si vous faites une installation, si vous réalisez une installation et que cette installation, elle est au fin fond du désert, elle est au milieu d'une forêt, vous n'allez pas faire venir des gens, les faire payer pour visiter cette œuvre-là, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne avec des créations de fétiches, je dirais. C'est-à-dire des gens qui font, soit vous les faites, soit ces photos, enfin des gens qui font des photos, des artistes qui eux-mêmes sont photographes de leurs œuvres, soit des artistes qui sollicitent des photographes, qui réalisent des clichés, et ces clichés sont vendus. Ces clichés sont exposés, ces clichés sont dans des tirages limités. Donc vous faites un tirage limité d'un cliché de votre installation dans la nature, et puis dans le musée, eh bien vous pouvez, ou dans la galerie, vous pouvez exposer, ou vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. Parfois il y a tout un tas d'objets qui sont autour de cette création. C'est-à-dire le land art, ça suppose que vous conceviez. Ça suppose que ce soit un peu aussi conceptuel. C'est l'une des modalités aussi de l'art conceptuel, sauf que ça ne reste pas à l'art conceptuel, ça va au-delà. Ça produit du sublime, on le verra. Ça produit aussi de beaux artefacts. C'est-à-dire que le beau qui est mort depuis Marcel Duchamp n'est pas forcément complètement mort. Vous pouvez avoir de belles choses. Vous pouvez avoir de belles mises en scène dans la nature et des choses qui vous touchent et qui vous émeuvent par leur beauté. Le concept de beauté n'est pas forcément mort. On peut imaginer qu'après la mort du beau, il y a aussi un autre beau. Et que ce qui prend la place de l'ancien beau, c'est un nouveau beau dont nous pourrions dire qu'il est le sublime. Alors bien sûr, on a des artistes qui monnaient leur travail parce qu'il y a parfois des œuvres qui sont extrêmement coûteuses. James Turrell, par exemple, achète un volcan et arrase le sommet de ce volcan pour en faire un cercle parfait. Donc vous imaginez bien qu'il faut d'abord acheter le volcan, il faut acheter un terrain, ensuite il faut louer des bulldozers, il faut louer les travailleurs qui vont effectuer l'arasement et produire ce que vous avez vous-même prévu. Donc il y a un coût, évidemment, la plupart du temps, à ce genre de choses. Donc c'est un marché aussi, le land art. C'est pas seulement une pure production culturelle ou alors une production qui serait naturelle, c'est une production conceptuelle, culturelle, puis naturelle, qui n'est pas dissociée du marché. Simplement, ce sont des objets secondaires, des objets participatifs, je dirais, qui font l'objet du marché du land art. Vous pouvez avoir parfois des bouts de ficelle, vous aurez fait des repérages sur un lieu et puis vous aurez eu besoin de ficelles qui vous auront permis de tendre de morceaux de bois qui vous auront permis d'avoir une ligne ou je ne sais quoi, et bien vous pouvez ramener ce bout de ficelle, ce petit morceau de bois ou je ne sais quoi, et d'un seul coup ça devient un fétiche. Et ça procède de l'œuvre. Elle est beaucoup plus vaste que l'œuvre, puisque effectivement tout ce qui touche à cette œuvre-là peut ressortir du registre du land art. C'est donc un moment de l'histoire qui s'inscrit dans un grand lignage, et quand je vous disais qu'on pouvait faire une contre-histoire de l'art, eh bien on pourrait par exemple démarrer avec les traces qui nous restent, même si on peut imaginer qu'avant les traces il y avait déjà des façons de faire qui étaient semblables. Je songe à Stonehenge. Vous connaissez Stonehenge, cet alignement circulaire de pierre, un peu mystérieux, mais très beau, qui a sa logique, et on pourrait imaginer, évidemment, les hommes qui ont fabriqué ça n'ont pas voulu faire du land art. Mais quand des hommes ou des femmes créent le land art, eh bien, il y a une généalogie derrière tout ça. Il y a des gens qui précédemment ont déjà fait des choses qui font songer à ce que vont faire ces contemporains. Stonehenge, pour ce qu'on en sait, c'est une espèce de vaste dispositif astronomique qui est aussi un dispositif sacré, religieux. Je rappelle que le religieux n'est pas ce qui relie les hommes, c'est qu'un arrière-monde ou avec un autre monde. Et Stonehenge, c'est un dispositif indexé sur le Soleil, sur la Lune, sur les solstices, sur les équinoxes. C'est une machine qui montre que les hommes avaient compris ce qu'était le cosmos, qu'ils ne se sont pas contentés de contempler le cosmos, mais qui savaient que le cosmos nous donnait des leçons existentielles, et qui, avec ce dispositif, se retrouvaient régulièrement, tous les ans, à des dates fixes, des dates qui avaient à voir avec solstice et équinoxe, et qui pouvaient, en ce sens, montrer qu'ils étaient dans une relation absolument intime avec le cosmos. Il y avait probablement des dieux, des noms de dieux, des histoires, il y avait probablement des mythologies, des récits, tout ça est perdu.
C'était oral, il n'y a aucune trace, aucune autre trace que ce que nous voyons aujourd'hui, mais ce sont des blocs taillés, ce sont des blocs agencés, et ce sont des blocs qui sont là, placés de manière circulaire pour produire évidemment un effet tout à fait particulier. On peut imaginer que les hommes auront pensé que les dieux qui étaient dans les cieux voyaient leurs dispositifs et que ces choses qui se trouvaient sur Terre étaient assez grandes pour que les dieux puissent les voir. Ça pouvait être aussi, on peut imaginer, des signes envoyés aux dieux. Il est bien évident que ce n'est pas parce que nous avons ces traces que ça commence avec ces traces. Ça commence assez probablement très en amont et il faudrait aller voir du côté, comme toujours, des peuples fossiles. Et les aborigènes d'Australie sont des gens qui, bien que totalement acculturés aujourd'hui, hélas, pour eux, sont des gens qui pratiquaient et pratiquent encore aujourd'hui, mais aujourd'hui de manière un peu folklorique et parfois pour des galeries de Melbourne ou de grandes villes ou de Sydney, de grandes villes australiennes. Mais ce sont des gens qui dessinaient sur les corps, qui dessinaient dans le sable, qui dessinaient dans la terre. Les fameux mandalas, par exemple, qu'on peut voir en Inde, et ce sont des œuvres éphémères. C'est aussi l'intérêt avec le land art, c'est qu'il arrive un moment donné où si vous laissez l'œuvre dans la nature reprend ses droits et l'œuvre elle disparaît à un moment donné. D'où l'intérêt de faire des photos, bien sûr. Mais si vous travaillez avec des objets périssables ou avec des matériaux périssables, je songe à la glace. Je songe avec un courant, le courant de l'eau, par définition, vous ne pouvez pas garder ça définitivement. On peut imaginer donc qu'une contre-histoire de l'art s'enracinerait dans des arts préhistoriques qui étaient des arts de marquage du corps, le tatouage qu'on fait avec des coquillages, on gratte et puis on y met de la poussière, on y met de la cendre, on y met du charbon de bois et puis on colore la blessure qu'on inflige, et cette blessure, elle est un dessin, et ce dessin dit quelque chose. Donc le tatouage, c'est vieux comme le monde. C'est un marquage identitaire, c'est un marquage tribal, c'est un marquage de reconnaissance, c'est un marquage de puissance également. Il y a dans le tatouage quelque chose qui dit quelle est la place que vous occupez dans une communauté. Les aborigènes, c'était ça. Tous les Indiens d'Amazonie qui pratiquent le tatouage le pratiquent dans ce sens-là. Bien évident que le tatouage préhistorique a disparu, que les peintures sur le corps ont disparu, que les incisions sur le bois ont disparu, que tout ce qui était dessiné dans le sable ou qui était dessiné dans la terre, tout ça a disparu également. Mais on peut imaginer que l'écho de cette pratique-là se retrouve chez les aborigènes d'Australie ou chez des individus qui, dans des endroits reculés du monde, Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, sont encore dans cette configuration du dessin éphémère, du tatouage éphémère, le temps que dure le corps d'un homme évidemment, ou des agencements de bois, de feuilles, de plantes, de pierres, pour entrer en contact avec la nature. Donc vous voyez que si contre-histoire il y a, et il y a contre-histoire, elle doit remonter dans des temps dont nous ne disposons pas, enfin sur lesquels nous ne disposons pas d'informations, sauf des informations données par les ethnologues qui ont visité des peuples qui étaient restés sauvages, comme on dit, ou des voyageurs qui, quand ils arrivent dans les îles Marquises, par exemple, ou quand ils arrivent en Arctique, découvrent qu'il y a des hommes et qu'ils dessinent, qu'ils produisent des formes sur des os, sur des bois, et que ces choses-là sont conservées, on peut les décrire, ils les décrivent, et on voit bien effectivement que l'art est en relation à cette époque-là avec le cosmos. Il s'agit de dire qu'on a bien compris que les hommes occupaient une place dans la nature et que la nature, elle était une partie d'un grand tout dont on avait compris le mouvement parce qu'on savait à l'époque ce qu'était le ciel. Alors évidemment, on pourrait continuer dans cette contre-histoire et avancer en disant, n'y aurait-il pas un peu plus tard, faisant des grands bonds par exemple, des moments qui nous permettraient de dire, voilà, il y a des peintres par exemple qui relèveraient d'une contre-histoire et qui s'inscrirait dans le lignage hédoniste, du moins qui ne serait pas forcément dans le lignage de l'idéal ascétique. On peut en trouver. Je songe à Jérôme Bosch, qui est un artiste qui résiste à tout le monde. Vous êtes devant une toile de Jérôme Bosch, eh bien, ça peut vous sembler extravagant, c'est extravagant, mais vous ne comprendrez rien.
Il y a quelque chose d'assez mystérieux, si vous êtes arrivé de vous retrouver devant des grandes toiles. À une époque, j'acceptais des conférences dans le monde parce que je savais par exemple qu'il y avait une toile de Jérôme Bosch, au Brésil par exemple, et vous vous retrouvez devant une très grande toile et vous découvrez que le génie de Jérôme Bosch, c'est de toute façon de vous subjuguer toujours, de vous submerger tout le temps parce que vous ne pouvez voir que du détail. Ou vous regardez, vous êtes à 50 cm et vous découvrez une scène, mais cette scène est découpée dans un grand tableau, ou alors vous reculez de 4 ou 5 pas, vous avez la totalité, mais vous ne voyez pas le détail. Il y a une façon de faire chez Jérôme Bosch qui échappe à tout. Jérôme Bosch n'a pas de prédécesseur, Jérôme Bosch n'a pas de suiveur, même si on a des gens qui ont fait à la manière d'eux. Mais les interprétations sont impossibles. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'il a peint, pourquoi il a peint ça. Alors vous avez des gens qui disent il faisait partie d'une secte adamite, et dans cette secte adamite on pensait ceci, on pensait cela, donc il a figuré un certain nombre de choses qui étaient secrètes, qui étaient discrètes, qui étaient silencieuses. Ou alors il y avait à l'époque des sagesses pratiques qui étaient concentrées dans des sentences, dans des dictons, les fameux dictons populaires, et il a peint ces dictons populaires. Rien ne tient. Aucune explication de Jérôme Bosch ne tient, il reste des œuvres d'art qui effectivement échappent au christianisme, à la commande, qui échappent à la logique du pouvoir habituel. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est de la peinture pure. Et on y voit une émergence de la vie, c'est une peinture vitaliste. Tout est vivant, tout bouge, tout est en mouvement. Les ordres sont mis cul par-dessus tête, c'est-à-dire il y a du végétal, il y a de l'animal, il y a de l'humain en temps normal, mais là, il peut y avoir des mélanges. L'animal, le végétal, l'humain. Un mélange d'homme et d'animal, mais aussi un mélange de végétaux. Vous avez un individu qui est mangé complètement et qui se met à avoir des vents, il pète comme ça, il pète des corbeaux qui s'en vont dans un univers où vous avez des petits fruits qui deviennent des grosses choses pendant que les grosses choses deviennent toutes petites. La peinture de Jérôme Bosch entre dans cette configuration-là. Elle est une peinture vitaliste, elle est une peinture de la vitalité, et elle est une peinture également panthéiste. C'est-à-dire qu'elle entre dans cette configuration il y a un grand tout, et dans ce grand tout, il y a des parties, et tout communique. On pourrait faire la même chose avec Arcimboldo, dont vous connaissez le travail, ce personnage qui fabrique une tête de poissonnier avec des poissons, qui fabrique une tête de bibliothécaire avec des livres, ou qui fabrique des figures qui incarnent les saisons avec ce qui correspond à des saisons. Des légumes de printemps, par exemple, des légumes d'été, des légumes d'hiver, des légumes de toutes les saisons. Et puis, chaque fois que vous avez, ou s'il n'y a pas de légumes en hiver, du bois, du feu, de la neige, ou tout ce qui caractérise les saisons. Et vous avez des figures qui racontent les saisons. Le bibliothécaire est un homme dont le nez, dont la bouche, dont les yeux, dont les oreilles, les cheveux, le vêtement sont constitués de livres, de pages de livres sur la tranche, de livres debout, de livres ouverts, à demi ouverts. Eh bien, on a chez Arcimboldo et les archimboldesques, puisqu'il y a des gens qui ont peint comme lui, à sa manière, cette idée qu'il y aurait un grand tout, que la nature ne serait faite que de dialectique, que de mouvement, et que on peut être un homme et on peut être un poissonnier et avoir le visage fait de poisson, mais que finalement la matière du poisson et la matière du poissonnier, c'est la même chose. La matière du livre et la matière du bibliophile ou du bibliothécaire, c'est la même chose. Que la matière des fruits, la matière des légumes, la matière de tous les règnes, animal, végétal, humain, etc., c'est une même matière. Et donc c'est une peinture, là encore, panthéiste. Donc, vous voyez comment on pourrait aller prélever des singularités ou des subjectivités comme Jérôme Bosch ou comme Arcimboldo, comment on pourrait aussi aller du côté de ce que l'on suppose de ce qu'étaient les pratiques des hommes préhistoriques, ou les aliments, Stone Age, Karnak, etc. Vous voyez qu'il y a un long lignage qui fait que le land art ne sort pas de nulle part et qu'il a effectivement une généalogie. C'est une réaction également, le land art, à la raréfaction de la matière. La matière est problématique dans notre civilisation judéo-chrétienne. Il nous faut de l'âme, il nous faut de l'esprit, il nous faut du cérébral. Et donc il faut évincer tout ce qui est matériel, corporel, et si on ne peut pas l'évincer, alors le détruire. Alors lui faire du mal, le faire saigner, le couper, le maltraiter, le brutaliser. Et il y a dans le land art une réaction à ça. C'est pas de moins en moins de matière et de plus en plus d'esprit, mais c'est exactement l'inverse. C'est de plus en plus de matière.
Je ne dirais pas de moins en moins d'esprit, parce qu'il y a quand même des idées qui sont derrière tout ça, et il s'agit pour les artistes du land art d'inverser véritablement la vapeur. Ils sont rendus possibles, bien sûr, par des gens comme Marcel Duchamp et les grands théoriciens des révolutions esthétiques du début du XXe siècle, parce que sans Marcel Duchamp, l'art conceptuel n'est pas possible, et il y a du conceptuel dans le land art, puisque d'un seul coup, un volcan, un désert, une forêt peuvent devenir des supports. Je vous disais que ce qui faisait l'une des caractéristiques de Marcel Duchamp, c'était cette révolution des supports. Jadis, il fallait du marbre, du bronze, du bleu outre-mer, enfin des matériaux dédiés à l'œuvre d'art, et là, d'un seul coup, avec Duchamp, tout peut être objet d'art, tout peut être matière d'art. Et bien là, d'un seul coup, les artistes du land art disent, eh bien, allons-y, la nature est le matériau de l'art. Travaillons avec la nature. Ce sont des artistes qui donc ont pour matériaux la terre, le paysage, la montagne, les rochers, la mer, les vagues. Ce sont des choses que j'ai relevées dans la totalité des travaux des artistes du land art, des vallées, des ruisseaux, la foudre, le ciel, la neige, les pierres, le fleuve, les lacs, les champs, les glaciers, les arbres, les icebergs, les volcans, les lacs salés, les forêts, les troncs d'arbres, les feuilles, les fleurs, les pollens, le sable, la boue, l'herbe, les cailloux, poussière, lumière, vent, nuages, etc., etc., etc. C'est-à-dire, vous avez une espèce d'encyclopédie des matériaux du monde. Les artistes du land art ne sont que dans la matière du monde, que dans la sensualité, que dans ce qui surgit à partir de cette fameuse table de Mendeleïev dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Les fameux éléments. Tous les éléments s'y trouvent composés, décomposés. C'est une esthétique matérialiste, c'est une esthétique atomiste également. Ces artistes, on les connaît assez peu. Ces œuvres-là, l'idéal aurait été qu'on puisse projeter des diapos qui vous auraient permis de voir un petit peu à quoi je fais référence, mais je vais vous donner des noms, des artistes, des titres, et puis vous raconter un petit peu pour que vous puissiez, à votre tour, concevoir, imaginer, penser, puis à charge pour vous ensuite d'aller vérifier ce que font ces gens-là. Mais je songe par exemple à Walter de Maria, qui en 1977, au Nouveau-Mexique, installe ce qu'il appelle un champ de paratonnerre. C'est-à-dire qu'il plante 400 pieux d'acier dans un endroit où il y a beaucoup d'orages, de façon à attirer la foudre. Et l'œuvre d'art est la suivante, c'est-à-dire c'est un champ de foudre. Il s'agit d'attirer les éclairs, la foudre, et c'est ce qui est présenté comme œuvre, c'est-à-dire un dispositif pour capter l'énergie de la foudre. Alors évidemment, on peut aller sur place, on peut voir, on peut se déplacer, si on veut prendre un coup de foudre, mais on peut aussi faire des photos. C'est comme ça qu'on connaît plutôt, la plupart du temps, les œuvres de Walter de Maria, c'est-à-dire que comme assez régulièrement la foudre tombe sur l'un de ces pieux, eh bien, les photos qui sont présentées relèvent du land art. Alors quand vous avez des photos magnifiques, que vous faites des tirages immenses, vous avez effectivement des effets redoutables. Dennis Oppenheim, par exemple, a produit en 1970 ce qu'il appelle un jet de spirale. Je traduis librement les titres anglais parce que je suis nul en anglais et je ne veux pas attirer le ridicule sur moi. Et c'est la trace d'une espèce d'immense crosse qui est émergée dans l'eau d'un grand lac salé, dans l'état d'Utah. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce que vous montre la photo. Si vous êtes sur place, vous n'allez voir qu'une partie de cette crosse qui, elle, renvoie à la spirale dont on va parler. C'est l'une des grandes formes de l'esthétique depuis toujours. C'est une forme primitive. Et il crée donc cette espèce de crosse. C'est-à-dire, vous imaginez que entre dans l'eau une espèce de chemin de pierre et puis que ça tourne sous forme de crosse et donc ça se replie sur soi-même et d'un seul coup on a cette espèce de... C'est pas un labyrinthe, une spirale tout simplement. On ne la voit pas si on est dessus, on voit des morceaux, on voit des fragments. Et c'est éventuellement, quand vous faites une photo soit vue d'avion, c'était plutôt comme ça à l'époque, il n'y avait pas de drone à l'époque, mais avec des drones, si vous filmez ce que vous avez disposé, si vous filmez le dispositif, alors effectivement vous voyez quelque chose, vous voyez la totalité. Souvent, dans le land art, on est dans la question du perspectivisme. Il n'est pas question de tout voir d'un coup, il faut voir en se déplaçant, en bougeant. Exactement comme quand vous regardez une statue, vous avez tendance plutôt à tourner autour de la statue pour la voir totalement.
mais que vous êtes obligé de tourner autour parce que vous n'avez pas la possibilité de grimper sur un escabeau, mais donc il y a des dimensions d'accès de l'œuvre qui vous sont interdites, et bien là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans la nature, on vous dit vous ne verrez qu'un fragment, vous ne verrez qu'une partie du tout. C'est donc un jeu aussi, un jeu esthétique sur la partie et sur le tout, sur cette idée que l'œuvre n'est jamais véritablement la même suivant que vous serez ici, là ou ailleurs, que vous avancerez, que vous progresserez, que vous vous élèverez, que vous serez sur le côté droit, que vous serez sur le côté gauche, que vous serez dedans ou que vous serez dehors ou éventuellement au-dessus. C'est donc une méditation sur cette idée de Nietzsche qui est l'idée de la perspective. Quand on dit de Nietzsche qu'il a aboli la vérité en disant qu'il n'y avait plus que des perspectives, c'est pas exactement ce que Nietzsche a dit. Il a juste dit qu'il n'y avait de vérité que dans la perspective. C'est pas exactement la même chose. Quand on dit il n'y a que des perspectives, ça veut dire après tout c'est l'avis qu'on s'en fait, c'est le jugement qu'on a qui importe et il n'y a pas de vérité. Non, c'est pas ça du tout. Nietzsche dit, il le dit pas comme ça, mais c'est moi qui utilise la métaphore, mais la vérité de la sculpture n'est pas dans le fait que vous pourriez la regarder de face et qu'elle ne serait que de face. Que se passe-t-il dans le dos de la sculpture ou au côté droit ou au côté gauche de la sculpture? Donc ce que dit Nietzsche, c'est que si on veut savoir ce qu'est la vérité, il faut changer de perspective et que quand nous changeons de perspective, nous disposons d'une vérité qui est évidemment supérieure à celle qui nous donnerait juste un angle d'accès ou un angle d'attaque. Donc le perspectivisme nietzschéen se trouve illustré dans le land art qui ne vous donne qu'un morceau, qu'un fragment, et qui vous laisse la possibilité de cheminer dans la nature pour que vous puissiez vous emparer du volume ou de l'œuvre telle qu'elle aura eu lieu. Et c'est après, dans la photographie, qu'éventuellement vous pourrez saisir la dynamique de cette œuvre-là, le champ de foudre ou cette spirale par exemple. Michael Heiser a fait un dessin de déplacement de cercle sur une surface plane, c'est le titre, et ce sont des traces de pneus sur une surface de lac salé, une surface extrêmement plane, et ces cercles s'agencent comme des compositions géométriques pures, c'est-à-dire qu'il y a des cercles, et puis des cercles dans des cercles, et puis des intégrations de cercles, et puis des cercles qui sont dans la tangence avec d'autres cercles. Alors même chose, si vous êtes sur place, vous ne verrez que des fragments, des parties, et c'est éventuellement la photo générale de l'ensemble qui vous montrera une composition géométrique. Richard Long, en 1975, produit ou signe, je dirais, des pierres dans le Népal, et il se retrouve dans un espace qui est extrêmement caillouteux, et quand il enlève des pierres, il peut dessiner quelque chose. Vous pouvez enlever des pierres et dessiner par exemple un cercle, un triangle et autres. Eh bien, il agence des pierres et il crée un ordre dans le désordre. Dans le chaos, il obtient un ordre. Et effectivement, ces alignements lapidaires sont des alignements qui font songer aux alignements des anciens hommes. Il s'agit de fabriquer de l'ordre dans le désordre, de fabriquer de l'ordre dans le chaos et de le montrer. Même chose, vous pouvez vous déplacer, voir, et vous ne verrez pas forcément la même chose à chaque fois. James Turrell, dont je vous parlais tout à l'heure, avec son fameux cratère Roden, et qui a acheté ce volcan pour lui donner la forme que n'ont jamais absolument les volcans. Les volcans, ils ont une forme naturelle, ils peuvent avoir une forme conique, mais si vous regardez véritablement, la nature ne dessine pas un cône parfait. Eh bien, il impose son vouloir, sa décision, une forme particulière à ce volcan qu'il achète pour en faire quelque chose qui serait presque un artefact, comme s'il n'y avait rien eu avant et qu'il y ait la construction d'un volcan. C'est pas la construction d'un volcan, c'est la production d'une forme volcanesque dans un volcan qui existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a presque une idée qui se trouve incarnée dans la réalité, il y a une idée du volcan, c'est presque un cône tronqué, et c'est fabriqué évidemment avec des bulldozers, 8 bulldozers pour travailler sur ce chantier-là. Karl André, qui est aussi un grand nom du land art, en 1977 produit Sécante, qui est une longue ligne de bois, faite de bois, de blocs de bois, et avec des parallélépipèdes, il fait des ondulations. Là aussi, il y a une espèce d'oxymore avec cette idée qu'on pourrait, avec des parallélépipèdes, c'est-à-dire des volumes qui sont très plans, faire des sinusoïdales, faire des courbes. Et il installe tous ces dispositifs-là dans la nature en épousant les courbes de la vallée, par exemple, quand il s'installe dans une vallée. C'est-à-dire qu'avec sa production esthétique, il vous contraint à voir la ligne de la vallée.
On peut être dans une vallée et voir vaguement la ligne, mais c'est une espèce de dessin qui vous oblige à regarder quel est le mouvement de la nature. C'est-à-dire que artificiellement, vous soulignez, vous surlignez une ondulation et vous produisez effectivement un regard. Vous contraignez le regardeur à voir ce qui se trouve dans la nature et que peut-être a priori il n'aurait pas vu ou regardé. Vous avez avec Bob Verschuren en 2006 une installation qui, dans la nature, c'est-à-dire dans une espèce de petit sentier encaissé dans une forêt italienne, qui a rendu possible la présence d'un pont fabriqué avec des branches. C'est-à-dire que vous allez récupérer tout autour des branches et vous allez les assembler dans une configuration qui ressemble à un arc gothique. Et d'une certaine manière, vous rejouez quelque chose d'extrêmement ancien, c'est-à-dire que, pour ce que l'on sait, quand les hommes ont commencé à construire des piliers, on songe à Assur ou à Babylone, par exemple, avant les Égyptiens, eh bien, on peut imaginer qu'ils ont d'abord lié ou relié des troncs sur lesquels ils ont posé d'autres troncs, que les architectures étaient des architectures de bois, et que les piliers, c'était des troncs d'arbres. Eh bien, quand vous reprenez des branches, des branchages, et que vous les liez, vous obtenez l'équivalent de ces formes-là, c'est-à-dire vous retrouvez la signature végétale dans ce qui est devenu par la suite architecture. L'architecture n'a jamais donné ensuite que dans la pierre que ce qui était a priori forme végétale. Ce sont des constructions qui sont faciles à voir quand vous êtes devant des œuvres du gothique, par exemple, ou devant des œuvres du gothique flamboyant. Nils Udo, en 1999, intitule une œuvre Tilleul et Sorbier, et dans un bosquet tout vert, c'est-à-dire vous avez des arbres franchement verts, il fait dessiner, ou il dessine du moins, une ligne qui traverse ces arbres avec des fruits. Donc ces fruits existent, ces arbres existent, mais la volonté de l'artiste fait se rencontrer et les fruits et les arbres, et les fruits servent à dessiner une ligne qui, elle, s'inscrit de manière tout à fait horizontale, mais en épousant les volumes des arbres, sur cet ensemble d'arbres qui se touchent, qui se rapprochent, qui font une espèce de petite futée. On pourrait continuer comme ça avec un certain nombre d'œuvres d'art pour voir comment elles sont fabriquées, et elles montrent le vouloir d'un artiste, la volonté de rassembler des choses qui sont dispersées. Tout est dans la nature. Théoriquement, on n'intervient pas dans le land art avec des objets qui seraient en dehors de la nature. C'est-à-dire que vous utilisez les matériaux et il s'agit simplement de modifier les agencements. Donc vous prenez tout ce qu'il y a autour, vous allez trouver des feuilles, vous allez trouver du bois dans une forêt, vous allez trouver des mousses, des lichens, et il s'agit d'assembler ce qui existe déjà. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme quelqu'un qui déciderait qu'avec ce qui constitue la nature, vous auriez un alphabet, et qu'avec cet alphabet, il s'agirait d'écrire des phrases, et qu'en écrivant ces phrases, il s'agirait d'écrire un texte qui finissent par faire sens. Et on voit bien avec les grands artistes du land art qu'il y a une signature tout à fait particulière, et que cette signature, elle est l'occasion pour eux de dire la façon qu'ils ont de voir la nature. C'est toujours une façon panthéiste, bien sûr. C'est toujours une façon de dire qu'il y a un ordre caché, et que cet ordre caché, il suffit de le chercher pour le trouver, et que tout se renvoie, tout se parle, tout est dans une logique contrapuntique. Ce qui est intéressant dans le land art, c'est qu'il contraint le regardeur à se déplacer, à voyager, à bouger. Si vous voulez voir l'œuvre d'art, parfois il faut aller loin, il faut se déplacer, il faut aller dans la nature, il faut gravir des montagnes, traverser des déserts, rentrer dans des forêts, quitter des villes ou descendre des vallées. C'est obligatoire, sauf si vous vous contentez des photos qui sont dans les galeries ou des photos qui sont dans les musées, sauf si vous vous contentez des photos qui sont dans les monographies, parce que les artistes du land art fonctionnent beaucoup avec les monographies, eh bien, il vous faudra aller sur place pour voir à quoi ça ressemble. Ça veut dire prendre un billet d'avion, traverser la planète et aller dans un désert de l'Arizona pour voir ce qu'est cette œuvre d'art, et puis revenir en sachant très bien que le jour où vous irez, vous serez probablement seul. En sachant également que certaines œuvres d'art sont construites pour ne pas durer, parce que il y a l'éphémère de ces œuvres d'art. Ça dure effectivement tant que vous avez des photos qui permettent d'éterniser, mais il y a la nature qui reprend le dessus.
La nature, elle va reprendre la forme que vous aurez dessinée. Et si vous avez effectivement dessiné des cercles parfaits sur un lac salé, sur le sol d'un lac desséché, eh bien, vous aurez à un moment donné, quand les pluies arriveront, la disparition, l'effacement de cette œuvre d'art. Donc on joue aussi avec le caractère éphémère de ces choses-là, ça surgit de la nature et ça retourne à la nature. C'est juste un moment donné, c'est l'écriture dans un espace donné de ce que les artistes ont à raconter. Alors il s'agit de renouer pour l'artiste, mais aussi pour le regardeur, celui qui se retrouve sur place, de renouer avec des choses anciennes et qui sont relativement chamaniques, je dirais. Il s'agit d'aller voir à quoi ressemble l'énergie des terres, de voir ce qu'est la magie des sables du désert, par exemple, ou la majesté des sommets, l'exaltation de l'altitude, la jouissance des points de vue, ou le silence des contrées désertiques, le frisson dans les forêts sombres, ou le contact avec les éléments, proximité avec la foudre, magnétisme des eaux, mystère de la neige, par exemple, les puissances de la glace, les prodiges des croissances végétales, ou les vertiges des grands espaces. Toutes choses que nous connaissons, mais toutes choses que nous avons aussi oubliées. Et encore, quand je dis que nous connaissons... Je pense que des gens qui n'auraient eu de culture qu'urbaine, qui n'auraient connu que le béton, que le bitume, qui n'auraient connu que les villes, ne sauraient pas véritablement ce que sont toutes ces choses-là. Il faut effectivement avoir une enfance, je dirais, rurale, une enfance ou une éducation, ou une jeunesse, ou une adolescence, ou une imprégnation, avec des grands-parents éventuellement qui habitaient la campagne et qu'on allait voir pendant les vacances, mais il faut qu'on ait eu tout ça dans la tête pour pouvoir comprendre et saisir ce qui se dit. Quand on utilise les éléments, l'eau, la neige, la glace, la terre, quand on utilise même le vent, quand on intègre le vent dans le dispositif, en disant au fur et à mesure, cette œuvre que l'on a constituée, elle va se défaire. Quand Galsworthy, par exemple, installe des feuilles qu'il est allé chercher au moment de l'automne, et que, évidemment, quand vous avez l'automne, vous avez des feuilles séchées qui ont des couleurs différentes. Et si vous avez un tas de feuilles, eh bien, vous ne verrez pas qu'il y a des variations qui sont semblables, que vous avez des marrons, que vous avez des rouges, que vous avez des jaunes, que vous avez des jaunes tachetés, que vous avez des couleurs, des feuilles dans lesquelles il reste encore un peu de vert. Et si vous avez tout ce chaos de la nature, il vous suffit de prélever, de choisir et éventuellement d'organiser ces couleurs-là dans des cercles concentriques pour obtenir un chromatisme. Et vous obtenez des choses assez sidérantes. Capable, par exemple, après avoir prélevé plein de feuilles qui restent encore, qui sont jaunes dans un espace qui est l'espace automnal, de mettre toutes ces feuilles jaunes auprès des racines, autour des racines, non auprès des racines de l'arbre, et d'un seul coup, on a l'impression que cet arbre chauffe, dégage une énergie, que le soleil sort de ses racines alors que nous sommes dans les couleurs automnales. Donc il y a, en allant chercher des éléments dans la nature, la possibilité de produire des effets de chaleur, des effets de lumière, des effets de chaos, des effets d'ordre, des effets de désordre, des effets d'équilibre, avec de temps en temps des morceaux de roseaux que vous allez découper, puis entrelacer, puis au milieu de ces espaces que vous aurez créés en faisant se rencontrer des roseaux, eh bien vous allez pouvoir mettre des pétales de fleurs rouges, par exemple, et vous aurez un dispositif rouge et vert qui sera posé sur l'eau, et au fur et à mesure que l'eau va bouger, ce dispositif va se défaire, et dans ce moment-là, on verra tout partir et tout disparaître. C'est une métaphore aussi de la vie et du vivant. Ce qui est ne sort pas de nulle part, et ce qui est ne durera pas toujours, et ce qui est décomposé ne disparaît pas pour autant. Vous avez fait quelque chose qui vous apparente au démiurge, avec des éléments divers et multiples que vous êtes allés prélever dans la nature. Vous allez fabriquer un temps donné, un monde, d'une certaine manière, et après que vous ayez fabriqué ce monde, il va se défaire et repartir dans le même monde. On est dans la logique épicurienne. On est dans la logique atomiste. Quand je vous disais que chez Leucippe, chez Démocrite, chez Épicure, chez Lucrèce, il y avait cette idée qu'on retrouvera plus tard dans la physique classique, chez Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est intéressant, dans certaines monographies dont je vous parlais tout à l'heure, de voir les états préparatoires à l'œuvre, les états de l'œuvre et les états de destruction de l'œuvre, par le vent, par la pluie, par le gel ou par le dégel. C'est-à-dire que Galsworthy, par exemple, est capable de fabriquer des choses extravagantes avec le gel.
Donc il met quelques gouttes d'eau sur un endroit, ça gèle, puis le lendemain il remet des gouttes d'eau sur un autre endroit, ça gèle à nouveau, et puis il remet 2 ou 3 gouttes d'eau sur un autre endroit, ça gèle ensuite, et tout ce qui gèle comme ça au fur et à mesure finit par produire des sculptures de glace qui sont assez sidérantes, et on se demande comment tout ça a été produit, simplement par l'accumulation dans le temps d'un travail, d'une patience, qui fait qu'on obtiendra une forme dont on sait très bien que le moment du dégel venant, tout ça va disparaître. Il y a un moment donné où vous n'aviez rien, vous avez tout, et puis vous n'aurez rien à nouveau. Mais il se sera passé quelque chose entre deux. Donc ce sont autant de métaphores. De la même manière que quand vous avez le lignage ascétique, vous avez cette façon de maltraiter le corps, de détruire le corps, de faire souffrir le corps, de faire saigner le corps, etc., etc. Vous avez dans le lignage du land art une tradition que je dirais matérialiste, que je dirais épicurienne et que je dirais atomiste. On voit bien comment, en faisant tout ce travail-là, finalement, et on verra ça avec la musique dans la séance suivante, il y a une métaphore ou une allégorie de ce qu'est la nature. On apprend à voir la nature non pas parce qu'on y produit des formes, mais simplement parce que l'artiste aura voulu, comme le créateur, on peut utiliser ce mot-là, comme le créateur aurait pu le vouloir, l'artiste aura voulu des formes qui sont autant de forces, ou des forces qui sont autant de formes, pour nous montrer comment ça fonctionne. Ce que nous sommes. Nous sommes aussi, d'une certaine manière, une production qui ressemble à une œuvre de land art. Nous sortons de rien, nous allons vers rien, nous provenons du néant, nous retournons vers le néant, et entre deux, il y aura une configuration. Et cette configuration va se trouver abîmée par le temps. Parce que le vent, le gel, le dégel, parce que la pluie, parce que, enfin, toutes ces choses-là sont autant d'occasions d'abîmer le réel. Et bien, dans notre existence, il y a des occasions de vent, des occasions de pluie, des occasions de gel, des occasions de dégel, qui nous abîment et qui nous font changer notre forme jusqu'à disparition. Ce sont donc des vanités, les productions de l'art du land art. Ce sont des vanités qui nous disent qu'effectivement, ce que nous sommes ne durera pas. Et nous pourrions mettre en perspective les vanités classiques, hollandaises, flamandes, que vous connaissez, et puis ces créations qui sont faites pour ne pas durer. Sauf que la vanité, elle est peinte, elle est saisie, mais elle dit exactement la même chose. Il y a des textes magnifiques, des pages magnifiques de Paul Claudel sur les natures mortes flamandes. Et de fait, quand vous les regardez, ce sont autant de leçons de vie, ce sont aussi des vanités. Quand vous voyez par exemple des fruits pelés, quand vous avez un papillon, quand vous avez un couteau juste en déséquilibre ou en équilibre précaire sur le bord de la table, et que ce couteau a servi à peler un fruit dont vous avez la pelure, eh bien vous avez à chaque fois des invitations à savoir que tout ça ne durera pas, qu'à un moment donné le fruit va pourrir, parce qu'il y a la mouche qui est dans un coin sur cette table, et puis parce que vous avez le couteau qui est là et qui lui à un moment donné va tomber. Tout est précaire. Eh bien, on peut imaginer que la vanité, qui est un grand style esthétique dans la peinture, a son pendant dans l'art contemporain avec le land art. Les artistes du land art montrent effectivement qu'il y a du même et du dissemblable, que c'est la même chose, ce qui a lieu dans la nature, que ce qui a lieu chez nous, dans notre existence, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Parce que tout bouge et tout est dans une perspective dynamique.